Cassie Bennett, une femme noire de 52 ans, a été plaquée contre un mur, menottée et humiliée par des policiers à l'entrée d'un tribunal fédéral. Ils pensaient qu'elle tentait de forcer l'accès au bâtiment. Mais quelques secondes plus tard, dans la salle d'audience, elle a révélé quelque chose qui a plongé toute la cour dans un silence glacial, laissant ses agresseurs complètement stupéfaits. C'était un jeudi matin comme les autres, en plein centre d'Atlanta, en Géorgie. Il était exactement 8h30 lorsque Cassie gara sa Honda Civic bleue devant l'imposant tribunal fédéral. Le bâtiment en pierre grise se dressait fièrement sous le ciel limpide du matin, ses colonnes d'inspiration grecque reflétant la lumière dorée du soleil levant. Cassie sortit de la voiture vêtue simplement, un chemisier en coton bleu marine et un pantalon de tailleur noir impeccablement repassé. À 52 ans, elle conservait l'élégance naturelle qu'elle avait cultivée au fil de décennies passées dans le système judiciaire. Dans sa main droite, elle tenait une serviette en cuir brun, usée par le temps, contenant des documents cruciaux pour les 3 affaires qu'elle devait juger ce jour-là. Elle marcha tranquillement sur le trottoir en béton, saluant chaleureusement les agents de sécurité qu'elle connaissait depuis plus de 20 ans. L'air matinal était frais, et Cassie inspira profondément, savourant une nouvelle journée dans le métier qu'elle aimait tant. Mais ce jeudi serait différent. Très différent de tous les autres jours de sa longue carrière. « Hé, vous là-bas, arrêtez-vous tout de suite !» lança une voix sèche et autoritaire dans son dos. Cassie se retourna lentement et vit le policier Travis McConnell s'approcher à grands pas d'un air agressif. Il devait avoir environ 35 ans, les cheveux blonds coupés à la militaire et des muscles bien visibles sous son uniforme bleu foncé. Ses yeux bleus brillaient d'un mélange d'arrogance et de préjugés que Cassie reconnut immédiatement. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais savait qu'il travaillait à la sécurité du tribunal depuis seulement quelques mois. McConnell avait déjà la réputation d'être problématique auprès des employés les plus anciens, mais jusque-là, il n'avait jamais croisé la juge directement. « Excusez-moi, agent, puis-je vous aider ?» demanda Cassie, poliment, s'arrêtant sur le trottoir et se tournant complètement vers lui. « Vous n'avez rien à faire ici. Cette zone est interdite aux gens comme vous, » répondit McConnell avec mépris, ignorant totalement son ton courtois. Sa voix trahissait un racisme à peine voilé qui fit bouillonner le sang de Cassie. « En réalité, agent, je travaille ici tous les jours depuis plus de 20 ans. Si vous me permettez de vous expliquer qui je suis… »« Je ne veux pas entendre vos excuses, bidon !» coupa McConnell brutalement en saisissant le bras gauche de Cassie avec une force exagérée. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu de sa manche. « Vous essayez manifestement de pénétrer illégalement dans un bâtiment fédéral. C'est un crime grave. » 3 autres policiers arrivèrent rapidement sur les lieux. Mike Harris, un homme corpulent d'âge moyen, Jake Delaney, jeune et visiblement peu expérimenté, et Sarah Connor, une vétérane qui semblait mal à l'aise, mais resta silencieuse. Aucun ne remit en question l'intervention musclée de leurs collègues. Les caméras de surveillance du tribunal filmaient chaque seconde de la scène, et Harris alla même jusqu'à sortir son téléphone pour enregistrer, riant de cette humiliation publique. « Lâchez-moi immédiatement !» dit Cassie d'un ton ferme, tentant de garder son calme professionnel. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur qui vous coûtera cher. »« Ferme-la, espèce de racaille de ghetto !» hurla McConnell avec haine, la projetant violemment contre le mur de briques du bâtiment. Sa serviette tomba au sol, éparpillant des documents juridiques sur le trottoir. « Tu vas apprendre aujourd'hui ce que c'est que de respecter l'autorité. » Il lui passa ensuite les menottes en métal, les serrant bien plus que nécessaire. Le froid du métal lui mordait les poignets alors qu'il la traînait comme une criminelle dangereuse. La scène était choquante, écœurante. Une femme manifestement instruite, bien habillée, traitée comme un déchet humain juste devant le tribunal où elle travaillait assidûment chaque jour. Des passants s'arrêtèrent pour observer ce spectacle honteux, certains filmant avec leur téléphone. Cassie gardait la tête haute malgré l'humiliation, ses yeux bruns brillant d'une détermination que McConnell,
était incapable de comprendre. « Je veux parler à mon avocat, immédiatement, dit-elle, digne même dans les menottes. « Tu vas parler au juge, salope !» répondit grossièrement McConnell, en la poussant vers les portes du bâtiment qu'elle connaissait par cœur. À l'intérieur du tribunal, le juge suppléant Robert Ellison se préparait nerveusement à entamer une nouvelle journée, remplaçant la juge titulaire. Il avait été appelé en urgence la veille au soir pour assurer l'intérim sur plusieurs dossiers importants, mais personne ne lui avait précisé où se trouvait exactement la magistrate responsable. Il avait supposé qu'elle était malade ou confrontée à une urgence familiale. La salle d'audience numéro 3 était modérément remplie lorsque McConnell y entra, traînant toujours Cassie menottée. L'atmosphère solennelle du tribunal, ses murs en bois sombre, l'emblème national doré et les rangées de bancs impeccablement polis tranchaient violemment avec la brutalité de la scène qui s'était déroulée quelques instants plus tôt, à l'entrée du bâtiment. « Votre honneur », déclara McConnell, avec un ton faussement respectueux, poussant Cassie devant le banc des accusés. « Nous avons surpris cette femme en flagrant délit alors qu'elle tentait de pénétrer illégalement dans le tribunal fédéral. Elle se comportait de manière extrêmement suspecte et agressive, en possession de documents qui semblent totalement falsifiés. » La procureure Karen Blake, une femme blonde d'une quarantaine d'années, récemment nommée à son poste, appuya immédiatement la version du policier sans poser la moindre question ni vérifier quoi que ce soit. « Monsieur le juge, il s'agit manifestement d'une tentative d'intrusion, de trouble à l'ordre public et possiblement de falsification de documents officiels. » Cassie resta totalement silencieuse pendant plusieurs minutes, observant chaque mouvement dans la salle avec une attention chirurgicale. Ses yeux analysaient chaque personne présente. Le greffier nerveux, les agents de sécurité désorientés, les rares spectateurs curieux. Elle connaissait cet environnement mieux que quiconque ici. Elle savait que le moment de parler allait venir. Et lorsqu'il viendrait, plus rien ne serait jamais comme avant dans ce tribunal. Le juge Ellison ajusta ses lunettes et fit résonner son marteau doucement. « Très bien, ouvrons cette audience. L'accusé peut se lever pour entendre les chefs d'accusation. » Cassie se leva lentement, les menottes de métal toujours serrées autour de ses poignets délicats. Elle regarda chaque personne dans la salle, une par une, les yeux dans les yeux, avec la sérénité assurée de quelqu'un qui connaît parfaitement ses droits. L'heure de faire éclater la vérité était arrivée. « Monsieur le juge », commença Cassie, sa voix claire et parfaitement maîtrisée, résonnant dans la salle silencieuse comme une cloche en bronze. « Je demande respectueusement l'autorisation de m'exprimer en ma propre défense avant que les accusations formelles ne soient énoncées. » Le juge Ellison hocha la tête, sincèrement intrigué par ce que cette femme avait à dire. Il y avait quelque chose dans sa posture droite, sa diction impeccable et sa manière courtoise de s'exprimer qui ne collait absolument pas avec l'image d'une intruse dangereuse que le policier McConnell tentait de dresser. « Premièrement, » dit Cassie en fixant McConnell, visiblement de plus en plus mal à l'aise, « je tiens à signaler officiellement à cette cour que toutes les actions de l'agent McConnell étaient entièrement illégales et basées sur des hypothèses totalement infondées. Deuxièmement, poursuivit-elle sans ciller, comme établi clairement dans les arrêts historiques Tennessee vs. Garner, 1985, et Graham Vuck, Connor, 1989. L'usage de la force par les forces de l'ordre doit être raisonnable et strictement nécessaire à la situation. Rien de ce que j'ai fait ce matin ne justifiait la moindre agression physique. Un silence total s'abattit dans la salle. Même la procureure Blake arrêta de gribouiller dans son bloc-notes jaune. Les paroles de Cassie n'étaient pas celles d'une simple citoyenne. Elles étaient celles d'une experte en droit américain. Troisièmement, continua Cassie, avec une autorité qui grandissait à chaque mot, je demande officiellement la préservation de toutes les images enregistrées par les caméras de sécurité du tribunal, ainsi que des données des caméras piétons des agents présents sur les lieux. Conformément à la règle 1006 des Federal Rules of Evidence,
Ces enregistrements audiovisuels sont essentiels à ma défense. McConnell commença à transpirer visiblement. De petites perles de sueur apparurent sur son front alors qu'il réalisait que cette femme n'était pas n'importe qui. Elle parlait comme quelqu'un qui maîtrisait le droit mieux que beaucoup d'avocats. Quatrièmement, et c'est le plus important, dit Cassie, marquant une pause théâtrale qui coupa littéralement le souffle de tous les présents. Je m'appelle Cassandra Olivia Bennett. Je suis la juge fédérale titulaire de ce tribunal, en fonction depuis exactement 23 ans, 7 mois et 15 jours. Un murmure collectif, choqué, parcourut la salle, comme une onde de choc. Le juge Ellison pâlit instantanément et manqua de faire tomber son marteau. La procureure Blake laissa échapper son stylo, qui tomba au sol dans un bruit sec. McConnell, lui, semblait prêt à s'évanouir sur place. La salle d'audience était pleine à craquer lorsque la séance reprit, après une pause tendue de 45 minutes. Des journalistes venus d'au moins 5 chaînes différentes, des habitants du quartier, des employés du tribunal et des étudiants en droit, s'étaient entassés dans chaque recoin disponible pour assister à ce que l'on appelait déjà dans les couloirs le procès le plus important de la décennie à Atlanta. Cassie était revenue vêtue de sa robe de magistrate noire impeccable, tenant à la main son maillet cérémonial en acajou, celui qui lui avait été remis le jour solennel de sa nomination, plusieurs décennies auparavant. Désormais, elle était à sa place légitime, assise sur le siège surélevé, incarnant pleinement l'autorité que sa fonction lui conférait. « Cette cour est officiellement en session », annonça Cassie en frappant fermement de son maillet. L'accusé Travis McConnell restera debout pendant toute la durée de cette audience. McConnell se leva, les jambes visiblement tremblantes. À ses côtés, son avocat commis d'office, un jeune diplômé du nom de David Martinez, semblait aussi nerveux que son client. Tous deux savaient qu'ils faisaient face à l'une des juges les plus respectées du système fédéral. « Nous allons commencer par présenter les preuves matérielles », déclara Cassie, en désignant un grand écran qui avait été installé en urgence dans la salle pendant la pause. Images des caméras de surveillance extérieure enregistrées aujourd'hui à 8h47. Les images commencèrent à défiler en haute définition. Chaque personne dans la salle put voir avec une clarté saisissante McConnell aborder Cassie de manière totalement injustifiée, ignorant ses tentatives polies d'explication, puis recourant à une force physique excessive sans aucun fondement légal. Le son, lui aussi d'excellente qualité, révéla chaque insulte raciste, chaque mot humiliant, chaque cri inutile. Passons maintenant aux enregistrements des caméras piétons des agents Harris et Delaney, poursuivit Cassie, manipulant l'équipement avec assurance. Cette fois, toute l'audience put entendre distinctement les rires moqueurs des autres policiers, leurs remarques racistes chuchotées entre eux, et surtout, la manière dont ils avaient sciemment inventé des détails complètement faux au sujet du comportement de Cassie afin de tenter de justifier l'agression lâche de leurs collègues. « Agent Mike Harris », appela Cassie d'une voix glaciale. « Vous avez déclaré dans votre rapport officiel que je criais de manière hystérique et que je me comportais de façon agressive et menaçante. Les images vidéo montrent tout autre chose, n'est-ce pas ?» Harris déglutit péniblement, son visage rougissant de honte. « J'ai peut-être mal interprété certains éléments. Votre honneur. » « Vous avez menti délibérément sous serment, » corrigea Cassie, d'un ton tranchant. « Tout comme l'agent Jake Delaney, vous avez tous deux commis un parjure fédéral. » Elle se tourna lentement vers le public. « Ce que vous ne savez pas, c'est que, depuis exactement 6 mois, je travaille en collaboration secrète avec le Bureau fédéral d'enquête, FBI, sur une enquête approfondie concernant les abus de pouvoir et la discrimination raciale systémique dans cette juridiction. » L'agent Travis McConnell était l'un des principaux sujets de cette enquête fédérale. Un murmure de stupéfaction générale parcourut la salle. McConnell semblait sur le point de vomir. Son visage avait pris une teinte verdâtre inquiétante. « Examinons à présent les données officielles »,
dit Cassie, projetant sur l'écran de grands graphiques détaillés. Au cours des 3 dernières années et 4 mois, 87% des interpellations effectuées par l'agent McConnell concernaient des personnes noires ou latino-américaines, alors que ces groupes ne représentent que 35% de la population de cette région. Les chiffres projetés étaient bouleversants. Des graphiques colorés illustraient l'ampleur de la disparité raciale, statistiquement impossible dans les interventions de McConnell au fil des ans. Encore plus révélateur, poursuivit Cassie sans relâche, 39% des dossiers judiciaires liés à l'agent McConnell ont été annulés par les tribunaux en raison de procédures manifestement illégales ou d'un abus d'autorité évident. Le comté a déjà versé exactement 2 millions de dollars en indemnisation judiciaire pour des fautes commises exclusivement par cet agent. La tension dans la salle avait atteint un niveau presque insoutenable lorsque Cassie se leva solennellement pour prononcer le verdict final. Le silence était si profond que le bruit de la climatisation paraissait assourdissant. Chaque personne présente savait instinctivement qu'elle assistait à un moment historique de la justice américaine, un moment qui serait gravé dans les mémoires pendant des décennies. Travis McConnell, déclara Cassie d'une voix grave, qui résonnait sur les murs en bois sombre. Après avoir examiné minutieusement toutes les preuves présentées, ce tribunal fédéral vous déclare officiellement coupable d'agression physique sur une autorité fédérale dans l'exercice de ses fonctions, de violation systématique des droits civils conformément au Civil Rights Act de 1968 et de parjure aggravée commis sous serment. Le silence était absolu. Pas un souffle ne se faisait entendre. Les journalistes, leurs stylos suspendus dans les airs, retenaient leur souffle. La sentence de ce tribunal est de 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle, poursuivit Cassie en abattant son maillet en acajou avec une fermeté qui résonna comme un coup de tonnerre. McConnell s'effondra sur sa chaise, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Son jeune avocat posa une main compatissante sur son épaule, mais il n'y avait rien à dire face à une telle condamnation. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là, ajouta Cassie en se tournant avec majesté vers le public. J'ordonne une enquête fédérale complète et approfondie sur l'ensemble des affaires pénales traitées par l'agent McConnell au cours des 7 dernières années. Chaque interpellation, chaque procédure, chaque rapport sera examiné avec rigueur par une commission fédérale indépendante. Elle pointa du doigt les agents Harris et Delaney, figés comme 2 statues de sel. Vous êtes immédiatement révoqués de vos fonctions. Vous serez jugés séparément pour complicité active et parjure aggravée commis sous serment. Mais la juge Bennett n'en avait pas fini avec sa réforme du système. Tony, en outre, j'ordonne une réforme structurelle immédiate et complète du service de police locale. Formation obligatoire et approfondie sur les droits civiques et constitutionnels, caméras piétons en fonctionnement continu pendant les heures de service et mise en place d'un organe de surveillance totalement indépendant, composé de citoyens. Dans les jours qui suivirent, la réaction nationale fut phénoménale. La vidéo complète de l'audience se répandit sur Internet comme une traînée de poudre. Les matinales télévisées analysèrent chaque détail de l'affaire. Des universités prestigieuses comme Harvard, Yale et Columbia invitèrent Cassie à donner des conférences sur la justice et les droits civiques. Le FBI réagit rapidement, arrêtant 4 superviseurs de police qui avaient sciemment couvert les abus systématiques de McConnell pendant des années. Des dizaines de personnes injustement condamnées virent leur dossier réexaminé et beaucoup furent libérés immédiatement. 6 mois plus tard, le tribunal où tout s'était déroulé fut officiellement renommé Palais de justice fédéral Cassandra Bennett, lors d'une cérémonie solennelle retransmise à l'échelle nationale. Une plaque en bronze poli fut installée à l'entrée principale, gravée de la date historique où la justice trouva enfin sa voix puissante. La vidéo du verdict atteignit plus de 50 millions de vues sur YouTube en seulement 3 semaines. Dans les écoles publiques, les enfants la regardaient pendant les cours d'éducation civique.
Dans les facultés de droit à travers le pays, les étudiants analysaient chaque mot dans leur mémoire de master. La phrase historique de Cassie devint un symbole national de résistance et de dignité. On la retrouva imprimée sur des t-shirts, citée dans des discours politiques et étudiée dans les amphithéâtres universitaires. Ma place n'est pas dans des menottes comme une criminelle. Ma place est derrière ce banc sacré, là où siège la véritable justice américaine. Travis McConnell purge actuellement sa longue peine dans une prison fédérale de haute sécurité au fin fond du Texas, où il aura tout le temps de réfléchir à ses actes. Harris et Delaney ont été condamnés à 8 ans chacun pour complicité. Le département de police locale a mis en œuvre, point par point, toutes les réformes exigées par la Cour. Et la juge Cassandra Bennett? Elle continue, chaque jour, à œuvrer sans relâche pour que la justice soit réellement égale pour tous, quelle que soit la couleur de peau, l'origine ou la classe sociale. Car telle est la mission sacrée à laquelle elle a consacré sa vie. Faire en sorte qu'un jour aussi sombre ne se reproduise jamais sur le sol américain. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué. Cliquez sur « J'aime » pour que d'autres puissent découvrir cette incroyable leçon de courage et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la vérité finit toujours par éclater.